Bonjour et bienvenue à la 3e émission de l'écoute de soi, à l'écoute de soi. Alors, en ma compagnie, vous allez être en compagnie de Daniel Perrault, moi-même, et de Steve Houle à la technique. Alors, en introduction, vous avez écouté l'indicatif musical qui était composé par le groupe Nova, que je remercie. De toute beauté, vous allez entendre parler de ce groupe. Alors aujourd'hui, à l'émission, nous continuons notre plongée à travers l'histoire que nous avons construite, qui nous a construit enfin, afin de repérer certains pouvoirs qui étaient restés encapsulés et qui renferment des richesses inouïes qui vont nous permettre de grandir et d'évoluer. Alors nous verrons aujourd'hui comment les repérer pour mieux s'en affranchir et développer notre autonomie. Alors, on est rendu à près de 2 ans, entre 18 mois et 3 ans. C'est l'âge du non. Où, en fait, les tâches, là, c'est d'apprendre à s'affirmer. Alors, on va le reconnaître quand on met fin à une relation de dépendance. À 18 mois, là, les enfants sont un peu plus capables. Alors, là, ils nous tassent. Ils sont en train de développer leur autonomie, ils sont en train de développer le sens de leur territoire avec leur propre corps. Ne serait-ce que parce qu'ils commencent à être propres. C'est vraiment l'apprentissage de la propreté. Ça veut dire qu'ils sont en train de maîtriser ce qui leur appartient, ce qui est à moi, ce qui est à toi, c'est moi tout seul, tasse-toi. Ils ont définitivement besoin de nous. Mais écoute, mais ils veulent tout faire tout seuls. Ils sont pas très habiles. Alors, on les aide et des fois, on peut même les étouffer. Alors, justement, donc, plus tard, cette période-là, elle est vraiment, vraiment critique. Elle est importante parce qu'elle va nous apprendre à penser. Puis penser par soi-même, c'est pas si évident quand on est si petit. Alors justement, ça commence par le non. Est-ce que ce non-là est conscient au début de la vie d'un enfant? Non. C'est vrai, c'est instinctif. Ils disent non, ils nous tassent parce qu'ils veulent le faire tout seuls. Alors, évidemment, ils l'ont appris. Dès qu'ils sont capables de manger tout seuls, ils nous tassent, puis ils prennent la cuillère ou bien la pomme ou ce qui est dans leur assiette. On est habitué un peu, mais pas tant que ça. Là, c'est vraiment de l'autonomie. Là. Alors, c'est le caractère qui se met en place un peu plus. Et c'est ça. Alors là, plus tard, on va le reconnaître quand on met fin à une relation de dépendance, quand on développe de nouvelles capacités intellectuelles ou qu'on acquiert des informations qui sont nouvelles. Quand on adopte une nouvelle attitude personnelle ou qu'on prend position sur un problème. Ça arrive aussi quand on modifie les accords pris avec autrui. Dans ce temps-là, le stress embarque, la peur. Le stress, c'est souvent la peur, parce que c'est la peur du changement. Il faut se rappeler qu'on est des petits animaux. On a comme 2 cerveaux animaux qui sont conçus pour la survie et qui nous informent quand il y a un changement dans l'univers. Quand il y a un changement, l'animal, il écoute. Il est aux aguets, il est très attentif, et il arrête même de respirer pour entendre mieux le bruit nouveau qu'il n'a pas encore appris à distinguer. Les petits-enfants font la même chose parce que leur cortex n'est pas encore développé, puis ils sont en développement constant. Alors, à chaque fois qu'il y a du nouveau, ils observent, ils regardent, et quand ils sentent qu'il n'y a plus ils pleurent, ils réagissent même. Et quand il n'y a pas de danger, parce qu'ils sont dépendants, les petits sont vraiment dépendants, contrairement aux animaux qui sont quand même plus, sont capables presquement, en naissant, capables de courir, capables de s'enfuir. Alors, c'est l'instinct qui prime finalement sur la pensée. Mais là, à cet âge-là, il y a un boost neuronal incroyable au niveau de la pensée et au niveau des habiletés physiques. Ça fait que c'est ça, la peur, le stress, il va réapparaître à chaque fois qu'on fait quelque chose de nouveau, qu'on s'exprime pour la première fois, qu'on exprime notre pensée pour la première fois, qui diffère peut-être de la norme des autres. Tu sais, il y a des enfants qui, à l'école, doivent parler. Vous savez, vous est peut-être et probablement arrivé quand il fallait parler en classe. Il y a beaucoup d'enfants qui n'étaient pas capables. Ils avaient terriblement peur. Peur de quoi? Peur du jugement, bien sûr. Puis, il faut savoir que le jugement est perçu par le cerveau exactement comme si c'était une menace de mort. Donc, on a les mêmes réactions.
on paralyse, on n'est pas capable, on fiche, on paralyse, on n'est plus capable de penser, on n'a plus accès à notre cortex. Pourtant, on l'a appris, on le connaît. Mais face à des gens, face au fait qu'on va devoir l'exprimer, on va peut-être même être jugé, noté. Alors, on a très peur et souvent, c'est ça qui arrive. Alors, on a mal au ventre, nos viscères se serrent, on réagit, quoi. On réagit du mieux qu'on peut. Alors, voilà. Et souvent, on associe, quand on a des enfants, cette étape aux difficultés que l'on rencontre avec les adolescents. On se dit, Colin, tu vis le caractère qui sort, toi, on n'a pas fini avec lui. Qu'est-ce que ça va être à l'adolescence? Alors, on est déjà en train de cataloguer notre petit comme petit rebelle qui dit non. Alors que c'est vraiment une étape de développement qui est absolument essentielle pour développer nos ressources dans l'univers, pour développer notre autonomie. Alors ça s'apprend, c'est très jeune. Puis tu vois, c'est souvent à cet âge-là que se profile le fameux spectre des troubles de l'opposition. Quand on dit non, les gens l'interprètent comme une opposition, alors que c'est une tâche de développement. L'enfant doit le faire. C'est très étrange. Puis une fois qu'il le fait, ça lui a demandé beaucoup de courage de s'exprimer. Donc, après, il a vraiment besoin, parce qu'il est encore tout petit, il est encore très dépendant. Ça fait qu'après ça, une fois qu'il s'est exprimé en criant, avec une grosse crise, il n'est pas content, il s'est affirmé. Et si nous, on l'accueille, puis là, il a besoin de notre accueil après, parce qu'il faut qu'il soit sécurisé. Parce que si un enfant qui n'est pas sécurisé, il va continuer de faire vibrer la peur et de manifester son inconfort par des comportements d'adaptation qui ne sont pas nécessairement agréables pour autrui. Et on va donc intervenir pas nécessairement facilement. Alors, pour prendre la mesure on est en train de développer notre territoire à cet âge-là. Il faut apprendre à s'affirmer. Alors oui, on tasse, on bouscule. Puis si on est soi-même bousculé, on va répéter l'expérience avec ceux qui nous approchent. Les enfants, ils répètent, ils miment, ils nous miment. Et moi, j'ai eu beaucoup d'enfants dans mon bureau. Puis j'ai plein de jouets, des poupées, plein d'affaires. Puis des fois, là, je voyais des enfants prendre la poupée, puis ils enlevaient la tête. Même des adultes, ouais, qui avaient presque peur de la poupée qui était là parce qu'ils avaient peur de répéter des comportements. Vous savez qu'à cet âge-là, les enfants, ils répètent. Moi, j'ai eu des enfants tout petits abusés sexuellement. C'est moche, mais ça existe, malheureusement. Est-ce qu'ils en sont conscients? Non. Est-ce qu'ils aiment ça? Non. Oui, non. C'est parce qu'on les amène dans une sphère où ils ne sont pas préparés, ils ne sont pas là. C'est comme si on se servait d'eux comme des objets. Et comment ils nous le montrent? Parce qu'ils sont trop petits pour nous le montrer, puis on ne sait pas. Alors, en plein restaurant, par exemple, ils vont se masturber, coucher à terre, ils se masturbent. Qu'est-ce que c'est ça? Les parents paniquent. Qu'est-ce qui se passe? Ils nous montrent leur univers, ils nous montrent ce qui se passe. Ou des enfants qui sont bien traités, on les voit agir avec leurs poupées, avec leurs camions, avec leurs jouets finalement, puis ils leur parlent. Puis là, on assiste presque en direct à leur éducation, comment ils sont traités, ils baissent leurs bébés, ils en prennent soin, ils les nourrissent. Alors, c'est tout à fait mignon ou épeurant. Ça dépend de s'ils sont en sécurité ou non. Et en fait, ils nous montrent aussi ce qu'ils apprennent, ce qu'ils sont en train d'intégrer, parce que les enfants, ils intègrent par le jeu. Ils répètent. Voilà. Alors donc, je vais vous convier à vous servir de votre imagination. Beaucoup de gens qui disent qu'ils ont oublié, mais sachez une chose, qu'ils ont tout oublié de leur enfance, ils ne se rappellent plus de rien. Dites-vous très bien que votre corps n'a rien oublié. Il a tout engrangé. Alors, ça va revenir là, avec ce que je vous demande de faire, d'imaginer que vous avez 2 ans, que vous êtes tout petit, 1 an et demi, 2 ans, vous avez encore une couche. Là. Fait que vous marchez avec une couche, puis vous portez tout ça, puis vous jouez, puis vous êtes soi-disant inconscient, vous êtes conscient de vous-même. Mais vous commencez à sortir de votre indépendance de nourrisson. Et alors, je vous invite là à imaginer comment vous étiez à 2 ans. Imaginez-le tout simplement. Vous n'avez pas besoin de vous en rappeler consciemment. C'est rare les gens qui se rappellent de 2 ans. Mais notre corps s'en rappelle, alors laissez-le, écoutez ses réactions, soyez attentifs, ne jugez pas, accueillez, tout simplement. Donc,
vous avez entre 1 an et demi et 3 ans, vous sortez de la dépendance du nourrisson et vous avez besoin de dire non puis de tester les limites de votre territoire, de manifester donc un esprit de contradiction puis d'apprendre à penser par vous-même. Quelles sont les réactions quand vous dites non? Est-ce qu'il y a eu des événements marquants à cette époque-là? Ça, probablement que vos parents s'en rappellent, pourriez savoir, vous avez été malade, vous êtes allé à l'hôpital, vous avez été séparé de vos proches, il y a eu un drame quelque part, il y a eu, bref, vous êtes déménagé. Il n'y a rien de grave nécessairement, mais il y a eu des événements. Alors, remontez aux événements, puis rappelez-vous que vous étiez tout petit pendant ce temps-là. Alors, qu'est-ce que vous concluez qu'il est approprié ou non d'être indépendant et de penser par vous-même? Alors, je vous laisse y réfléchir. Et on va donc s'en aller en musique avec Si Fragile, parce qu'on était tellement à cette époque, avec Luc de La Rochelière. On ne choisit pas toujours la route, ni même le moment du départ. On n'efface pas toujours le doute, la vieille peur d'être en retard. Et la vie est si fragile. On ne choisit jamais de vieillir. On voudrait rêver un peu plus. La vie n'est pas faite pour mourir. On meurt souvent, bien entendu, car la vie est si fragile. Et si fragile. Et si fragile, et si fragile. On n'atteint pas toujours le but qu'on s'était fixé autrefois. On ne reçoit pas souvent son dû. La justice choisit où elle va. Et la vie est si fragile. On est seulement ce que l'on peut. On est rarement ce que l'on croit. Et sitôt on se pense un Dieu, sitôt on reçoit une croix. Car la vie fragile. Et si fragile. Et si fragile. Et si fragile. Le temps est là, toujours là. Seule justice ici-bas. On est si fragile. Marche sur l'or ou sur l'argile, dépend de ce qu'on a reçu. On reste tout aussi fragile. Pourquoi donc se marcher dessus? Car la vie, car la vie est si fragile, est si fragile.
Vous êtes bien à l'écoute de soi. Vous êtes en train d'apprendre, de réapprendre à vous écouter, puis je vais vous donner des trucs puis des indices pour repérer vos signaux, autant physiques au niveau émotionnel, au niveau de la pensée, au niveau des idées, puis aussi, une fois qu'on les a repérés, comment on peut débloquer finalement les ressources qui étaient restées inutilisées à l'époque. Donc, à cette étape entre 18 mois et 3 ans, les symptômes, on peut les repérer quand on dit non. On dit toujours, vous connaissez des gens qui disent tout le temps non? Ils disent non avant de dire oui. Non! Ils ne savent même pas de quoi on parle, mais c'est non. Tout de suite, c'est non. Non, je veux pas. OK, ils sont en train de se distinguer, ils n'ont pas fini, mais est-ce qu'ils en sont conscients? Probablement pas, parce qu'ils sont restés enfermés dans cette étape-là qui ne leur permet pas d'agrandir leur territoire. Parce qu'agrandir son territoire, ça veut dire qu'on explore et qu'on est ouvert, et puis qu'après, ça va nous permettre de choisir. Parce que cette étape-là, c'est un peu ça. On a exploré, maintenant on va être capable de s'affirmer, puis de dire « ça, j'aime ça, puis ça, j'aime pas ça ». Et c'est notre droit le plus fondamental, sauf que les enfants, à cet âge-là, sont dans l'instinct. Ils capent parfaitement bien à qui ils peuvent dire non, puis à qui ils peuvent pas dire non. Parce qu'il y a des prédateurs autour de nous. Souvent, on agit à notre insu comme un prédateur. Je vais t'élever. Tu vas voir que je vais te casser. C'est pas vrai que c'est toi qui vas mener. On les entend encore, malheureusement, ces phrases-là. Auparavant, on les entendait tout le temps, finalement. Maintenant, les gens sont probablement mieux informés. Puis, mais il y a encore la peur qui prime tout le temps. Alors, vouloir être différent des autres, des colères, des révoltes, être temporairement négligent ou gourmand, se sentir fâché sans savoir pourquoi, pousser les autres, adopter une position à part, acquérir une nouvelle façon de penser, c'est toutes des étapes là, qui peuvent nous dire « Ah, tiens, je suis en train de retraverser ça, je suis comme pris là-dedans, c'est bizarre. » Au niveau physique, les symptômes, souvent on a une respiration qui est très courte, qui diminue l'oxygénation du cerveau puis la faculté de penser. Quand on est stressé, là, on arrête de respirer. Souvent, on bloque notre respiration. Ça veut dire que ça ne circule plus. Fait qu'au niveau de la pensée, ça me fait penser quand je suis allée, il y a 2 ans, je pense que je suis allée en prison après l'écriture de mon premier livre. Je suis allée rencontrer des prisonniers. C'est mon ami Mohamed Lotfi qui travaillait avec des prisonniers, qui a une émission de radio finalement en prison à Bordeaux. Puis il avait préparé les prisonniers à raconter leur histoire, qui est en général extrêmement dramatique. C'était pas drôle. Et moi, je savais pas. J'étais stressée moi-même. Parce que j'avais aucune espèce d'idée de comment se déroulerait l'émission. Mon ami Mohamed me connaît, alors il me voulait live, c'est-à-dire pas formaté, pas préparé, alors voilà. Et c'est ça qui s'est passé. Et puis là, tout le monde avait un peu plus ou moins appris leur texte. Moi, je ne savais pas qu'ils avaient appris un texte, leur texte, c'est-à-dire leur histoire. Ils venaient me raconter leur histoire, qui était vraiment formidable à chaque fois et passionnante. Des drames, un et un autre. Vous n'avez pas aidé, c'est effrayant. Vous l'écouterez, tiens, c'est sur YouTube. Daniel Perrault avec les prisonniers. Voilà, je pense que ça s'appelle comme ça. Et bref, c'est ça. Et puis là, il y a un gars qui venait du Kosovo, où il y avait eu la guerre, qui est connu donc, qui était un enfant de la guerre, et qui est arrivé ici, donc probablement encore tout à fait traumatisé, extrêmement fier, puis en même temps éloigné de ses racines et des siens, donc pas de sécurité, finalement. Et là, il me racontait son histoire. Mais en fait, il y en a plusieurs qui s'est arrivé. Ils avaient répété, semble-t-il, le matin, ou je ne sais pas trop, dans la semaine avant. Puis quand je suis arrivée, ils me racontaient leur histoire. Puis le fait d'être accueilli, ça faisait qu'ils me disaient « Wow, je suis capable de continuer. » Parce que moi, je bloquais, là. Je n'étais pas capable de continuer. Je n'étais pas capable de raconter ça. Je broyais. C'était dur pour moi. C'était effrayant de me mettre au monde de même comme ça, à nu, à un étranger. C'était l'enfer. Pourtant, j'ai des choses à dire, mais je n'ai jamais été capable. Je cassais tout le temps. Mais là, si je casse pas, c'est vraiment parce que je me sens en sécurité. C'est de toute beauté, n'est-ce pas? Alors, quand on se sent en sécurité, on peut s'exprimer, on peut réfléchir, on peut penser. Puis c'est important de développer cet aspect-là de nous. Alors, quand on ne peut pas, qu'est-ce qui arrive physiquement?
on contracte les muscles du cou, là où s'exerce le passage de l'information sensorielle jusqu'au centre nerveux supérieur du cerveau. Puis évidemment, on peut connaître des problèmes d'assimilation, d'élimination, parce qu'on n'arrive pas à se dire, à transmettre notre pensée, parce qu'on a peur du jugement. On a peur. OK? Moi, je leur dis, là, vous n'avez plus grand-chose à avoir peur, vous êtes déjà en dedans. Rassurez-vous, vous avez une cellule, tout est pareil, il n'y a rien qui bouge. Pour les prochaines années maintenant, tout ce que vous allez devoir développer, c'est votre force psychique. Alors voilà, maintenant, au niveau de la pensée, ce que ça peut donner, le surdétail, tu sais, réduire la réalité à des détails pour échapper à l'image globale, celle qui nous fait peur. Donc, on va accorder beaucoup une importance exagérée à des détails. OK? On se concentre là-dessus pour ne pas voir l'image. Ça me fait moins peur de voir. Un détail, on a du pouvoir là-dessus. Mais l'image au complet, on m'en dit qu'on a peur. Donc, ce sont des signaux là, que vous allez pouvoir repérer. Ah, tiens, moi, je fais ça. Ah, mon Dieu, j'ai besoin que tout ça parfaitement rangé. Ça me sécurise en dedans. Sauf que ça peut déranger la vie de tout le monde, là, tu sais. Bref. Ou, le contraire, la généralisation abusive. Considérer l'image globale pour escamoter le détail qui est inacceptable. Alors, on va dire des phrases comme « c'est avec toi, c'est tout le temps pareil. » Toujours la même affaire. Qui n'est pas tout à fait vrai, mais c'est un signal qui nous dit « ouf ». Ou l'obsession, ressasser sans arrêt les mêmes pensées pour éviter un sentiment menaçant. Ruminer, donc, plutôt qu'affronter ce qui nous fait peur. OK? L'inachèvement, c'est aussi un autre trouble de la pensée. On élabore des pensées, puis on laisse les autres les mener à terme. On ne va pas au bout de notre pensée de peur d'être jugé. Alors, c'est tous des mécanismes inconscients de défense, finalement, de contrôle ou de protection qui sont destinés à combattre le sentiment de danger qui s'est installé lorsqu'on a voulu affirmer notre indépendance. On avait peur d'être jugé, peur d'être chicané, peur d'être blessé, finalement. Alors, ou au niveau des idées, quand on a l'impression que quelqu'un nous dit « Ah, arrête de penser, là, OK? » ou arrête de te mettre en colère. Parce que la colère, ça fait peur. La colère, c'est une réaction. OK? Alors, je veux pas, je te fais front, tu peux pas me forcer. On retrouve ça chez les ados, mais ça commence petit. Je suis pas sûre de moi. Ce sont toutes des indications qui pourraient vous dire que vous êtes rendu à développer le pouvoir qui était resté inutilisé dans l'étape 3. Ça m'amène à vous dire que la majeure partie des enfants qui ont été abusés ou soumis à de la maltraitance ou tout simplement dominés, ils éprouvent des problèmes à établir leurs limites. Puisqu'on a intrusionné leur bulle, ils n'ont pas eu le temps de développer ni d'installer leurs frontières, qui est un mécanisme vraiment important à faire, OK? Donc, ils vont rester vulnérables à tous les prédateurs parce qu'ils ne les voient même pas arriver. Alors, tu vois, je connais une fille, justement, là, c'est une vraie victime. Elle avait été abusée petite, puis elle rencontrait juste des gens qui l'abusaient, finalement, mais elle n'était pas capable de les reconnaître jamais. Donc, un gars arrivait, il était extrêmement gentil avec elle. Écoute, il était gentil 5 minutes, il peut rentrer dans son lit, il peut rentrer dans sa chambre, il peut rentrer dans sa maison, elle peut même le faire vivre. Elle est devenue responsable de lui, puis elle ne sait pas quoi faire d'autre. Puis, évidemment, tout c'est de sa faute parce qu'elle a dit oui. Ah oui, parce qu'elle n'a pas été capable de dire non, elle n'a pas appris à dire non. Donc, les prédateurs, là, ils ont beau jeu avec du monde de même. Ils ont le temps de s'installer, ils ont juste à être gentils pas trop longtemps, puis c'est fait, hein. Leur proie, là, on devient leur proie, puis eux autres s'en rendent pas compte. Puis une fois qu'ils sont établis dans l'espace de l'individu, ils ont plein pouvoir, ils se sentent chez eux. Puis puisqu'on les a laissés entrer, il devient très, très difficile de les en déloger parce que la partie enfant de nous est mystifiée. Elle croit que c'est de sa faute. Tous les enfants abusés sont sûrs que c'est de leur faute. Alors, ça prend de la distance pour apercevoir parce que le nez collé sur la porte, là, on ne distingue rien. Alors, c'est ainsi qu'on va répéter notre histoire de maltraitance ou tout simplement d'abus.
Donc, pour faciliter le travail des tâches que nous devons accomplir, là, je rappelle que nous devons nous mettre dans la peau d'un enfant entre 3 et 18 mois et 3 ans, tout petit, mais en veillant, cette fois-ci, nous-mêmes, à notre propre sécurité. Nous, on le peut maintenant parce que les conditions ont changé. Puis ça, il faut en prendre conscience, même si on ne l'a jamais expérimenté. C'est le temps. On est devenus des adultes, puis cette partie-là de nous demande à s'éveiller puis à prendre sa place. Il n'y a rien de dangereux. Alors, évidemment, l'idée, c'est de choisir de le faire avec des gens qui nous le permettront. Mais ça s'apprend. À défaut, ben, il va être temps pour nous de nous en rendre compte. Donc, c'est toujours positif. En fait, c'est notre décision. Maintenant, c'est une décision qu'on peut prendre, puis elle ne devrait plus dépendre de la permission de qui que ce soit. Ce qui est important de savoir, c'est que quand on change, quand on adopte un nouveau comportement ou quand on complète une tâche de développement qui n'avait jamais été faite parce qu'on n'en avait pas vraiment pris conscience, on le subissait finalement, bien, les mêmes mécanismes de défense sont là, tu sais. On avance, on recule, on fige, on recule, mais c'est comme ça qu'on apprend. C'est bizarre, hein? Quand on habitue nos proches à un certain comportement, là, c'est sûr que c'est pas évident pour lui de nous... Quand on dit toujours oui, et tout à coup on dit non, pardon, réaction. Officiel, il va y avoir des réactions. Mais on le sait, il faut s'en attendre, puis c'est ça qui va nous permettre de progresser. Donc... il serait peut-être intéressant là, de solliciter la bienveillance des gens, puis peut-être se pratiquer avec des gens qu'on aime, qui vont nous permettre de développer ce pouvoir-là d'une façon plus harmonieuse, moins dans la bataille, et voilà. Puis il faut aussi accepter ces éternels va-et-vient ponctués, des inévitables avances, reculs que cela prend pour développer n'importe quelle phase de notre vie. Un enfant qui apprend à marcher, là, il n'y arrive pas en un seul jour. Il faut se donner ce temps-là. Il faut être gentil avec nous-mêmes. Il faut s'occuper nous-mêmes de développer notre propre bienveillance envers nous-mêmes. Alors, on s'en va pour quelques secondes et on vous revient. Vous êtes encore à l'écoute de soi, à votre écoute finalement. Et on est toujours dans reconnaître le troisième pouvoir qui est celui de penser entre 18 mois et 3 ans. Je vous ai dit dans les autres émissions que nous étions tous des acteurs finalement. On endosse des personnages à notre insu. Donc, quand on est à cet âge-là, une façon aussi de retrouver qu'on est rendu là, ben c'est regarde ce que tu me fais faire. Ça, c'est un personnage, c'est un scénario, okay, qu'on risque de développer. Ça ne veut pas dire qu'on l'a développé, mais il y en a qui l'ont fait puis qui vont se reconnaître là-dedans. Celui-là, il est choisi par ceux qui n'ont pas réussi à se séparer d'autrui. Ben, comme ils n'ont pas établi de frontières entre eux et les autres, ben, ils pensent que leur entourage est responsable de leur propre comportement. Donc, ils vont l'accuser. C'est ta faute. C'est toi qui me fais faire ça. Je suis sûre que vous en connaissez du monde de même, certaines. Il y a aussi être bordélique. Ceux-là qui sont englués dans leur désir de provocation vont créer le désordre autour d'eux, puis après ça, s'excusent. Eux autres, ils n'ont pas à se plier aux règles sociales ou à ce que tout le monde obéit parce que personne ne peut les contredire. C'est comme ça, c'est eux autres qui décident. C'est cool, là, tu sais, mais c'est aussi un comportement qui bloque la communication, qui bloque parce qu'ils ont raison, puis ils choisissent d'être bordéliques. C'est comme s'ils choisissaient, tiens, eux autres sont de même, on ne change pas, ils ne peuvent pas changer. C'est trop bien du monde qui dit ça, ils sont rendus adultes, ils disent, moi, je suis faite de même. OK, ça veut dire quoi? On n'évolue pas? Fais avec. Tu me connais, ça? Tu as juste à faire comme je te dis. D'accord. Merci. C'est très agréable. Belle participation. Quelqu'un qui est stupide. C'est un scénario, ça aussi. Hein? Être stupide, c'est un jeu. Ça, c'est l'attitude de ceux qui refusent de réfléchir afin de découvrir sur quoi ils peuvent utiliser leur pouvoir.
Alors, ces gens-là, malheureusement, ils ont découvert qu'ils pouvaient manipuler leur entourage en jouant les ignorants puis les incapables. Fait que depuis ce temps-là, ils s'enlisent dans ce rôle-là. Ou un autre jeu qui est « Dis-le-moi, toi! Tu le sais, tu le fais! » Fait que les autres, on les a pas encouragés à penser par eux-mêmes. Fait qu'ils attendent des autres qui pensent à leur place, tant ils ont peur de ne plus être reconnus. Qui suis-je si je sais? J'aurais plus besoin de toi, tu vas t'en aller, j'ai peur de te perdre, donc j'ai besoin de toi. C'est encore une façon de montrer son besoin, mais c'est très enfantin finalement. Quand on le voit, on fait « Ah, tiens, je peux faire autrement. » Bien sûr, enfin, sers-toi de ça pour faire autrement. Reconnaître ça, c'est pas juger ça, c'est dire « Tiens, c'est un rôle que je joue souvent. » Un autre, je vais leur montrer. Quand on est figé dans une attitude de rébellion au moment où on souhaitait se séparer des autres, puis qu'on n'a pas pu, bien ensuite, on veut toujours leur montrer qu'on a raison en amenant les autres à donner leur avis pour leur prouver qu'ils ont tort. Je suis sûre que vous en connaissez ça aussi, du monde de même. Ils te demandent « Ah ouais? Qu'est-ce que tu penses? » Puis moi te le montrer que c'est pas vrai. C'est pas de même ça se passe. Ouch! Fait qu'on répète toujours. Et on finit par dire « Ah, c'est là, je peux les voir. » Mais on se pose pas la question de ce qu'on pourrait faire, nous, pour agrandir notre territoire. Ou tout le temps d'avoir peur des autres, OK? La vie est belle, ça aussi, c'est un scénario qui est quand même pas pire, là, mais il sert à masquer la peine qui est éprouvée après que l'on a perdu l'affection de quelqu'un pour avoir voulu s'en séparer. Alors on dit, la vie est belle, on va tout en rose, puis au besoin, on va s'aider l'alcool, la dope, ça peut aider ça aussi, hein, à l'avoir en rose, la vie. Devant les autres, bien sûr, parce qu'à l'intérieur de nous, c'est pas vrai qu'on la trouve belle, la vie. C'est un beau signal pour réparer. Donc, cette étape-là nous permet, quand on la reconnaît, d'apprendre à dire non. Qu'on a le droit de s'affirmer, il faut le faire d'ailleurs, qu'on a le droit de commencer à savoir ce que l'on veut, puis à le dire, à le partager. C'est pas dangereux, même si les autres pensent pas comme ça. On peut commencer à former nos propres idées. Puis ça, il faut pratiquer, là, OK? Puis arrêter d'utiliser la colère, ou plutôt d'avoir peur de la colère des autres. La colère, elle sert quoi? À faire peur, à éloigner, alors s'en servir comme un indice qui dit « OK, quel est mon besoin? Maintenant, je dois veiller. » Je vous le rappelle, puis c'est vraiment important, qu'on est en train de transformer notre être, si on veut, au niveau psychique, d'établir des nouvelles frontières. L'important, c'est vraiment de s'occuper en premier lieu de notre sécurité. Sinon, on va être en danger, là. Puis, si on est en danger, on n'est plus capable de penser. On est donc plus capable d'évoluer à ce niveau-là, cette partie-là de nous. Ce qui nous amène au pouvoir suivant, qui est de socialiser entre 3 et 6 ans. La prochaine étape va nous apprendre à socialiser. Une fois qu'on a instauré de nouvelles frontières pour penser, puis affirmer notre indépendance, toujours en s'assurant qu'on est quand même entouré, là. On n'est pas complètement seul, on n'est pas sur le haut d'une montagne puis on ne sait pas tout, mais on est capable de le faire. Donc, on est capable d'entrer en relation avec les autres. Bien, justement, là, on va entrer en relation. Là, on va apprendre à socialiser. Donc, on va apprendre de nouvelles façons de faire. Alors, quand on cherche à établir une relation nouvelle avec notre famille, nos amis, notre culture, dans notre travail, quand on remplit un nouveau rôle, qu'on est sur le point d'apprendre une nouvelle technique, quand on élève un enfant âgé de 3 à 6 ans, ça, là, c'est tout... Ça, je ne l'ai pas dit, là, mais ces étapes-là, là, ils reviennent tout le temps, là. C'est vrai, mais il y a des événements qui les ramènent, comme, par exemple, avoir un enfant. Avoir un enfant, être enceinte, c'est le pouvoir numéro 1 que ça nous permet de développer, celui d'être. OK? On ne peut pas faire autrement. Le deuxième pouvoir, c'est celui de faire, mais sans la pensée. C'est explorer notre univers. Puis, quand on a un enfant de cet âge-là, bien évidemment, ça nous permet de retraverser cette période-là. On a un modèle parfait
qui nous dit « Oh là là, que c'était pas facile dans ce temps-là pour moi! » C'est une belle occasion pour nous de se réapproprier des pouvoirs qui étaient restés inutilisés. Avec le petit être qu'on a mis au monde et qu'on aime, ben c'est quand même le fun de savoir que lui-même devient un petit guide pour nous, pour développer des pouvoirs qui n'étaient pas utilisés. Même chose, rendu de 3 à 6 ans, socialisé. Ah non, on était rendu, on a pensé le faire, hein? Le pouvoir après. Alors, le pouvoir de penser, de s'affirmer, de dire oui et de dire non. Ça, c'est vraiment important. Si vous saviez le nombre de gens qui ont été contraints, moi, j'en reviens pas, à quel point cette étape-là a été mal gérée, disons-le comme ça. Mais c'est pas grave parce qu'on peut rattraper le courant. C'est bien. C'est ça qui est le fun. Ça, c'est la bonne nouvelle. Il y en a toujours une bonne nouvelle. Il faut la trouver, par exemple. Ça, c'est le sens dans lequel on s'en va. Alors, donc, le pouvoir d'identification, c'est à l'âge où on pose des questions. On n'arrête pas de poser des questions. Pourquoi? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Maman, tout le temps, papa, raconte, dis-moi. Il va toujours avoir la même histoire. D'ailleurs, en passant, je vous demanderais de réfléchir à votre histoire préférée quand vous étiez petit. Ça sur laquelle vous avez accroché. Il y en a toujours une. Si c'est pas une histoire, des fois c'est un film ou une musique qu'on n'arrête pas d'entendre, qu'on ne se tanne pas d'entendre. Quand on l'entend, elle nous remet dans un état. Alors ça, là, cette musique-là ou ce film-là ou cette histoire-là, retournez-y. Mais écoutez-la avec des yeux d'adulte pour dire, mais qu'est-ce qui me plaisait tant? Puis à cet âge-là, je voulais tout le temps la même histoire. Aujourd'hui, on la regarde puis on dit, mais c'est très enfantin, ça ne dit rien. Non, ça dit vraiment quelque chose sur la compréhension et vos besoins à ce moment-là. Puis là, vous répétez ça, puis vous dites, ah, wow, OK, ça vous donne vraiment des indices sur lesquels vous pouvez travailler. Pourquoi donc Blanche-Neige, avec la méchante maman, belle-mère, m'a tant... ça me fait pleurer, mais je voulais la réécouter tout le temps, c'est tout le temps la même histoire que je voulais. Ben, vous avez peut-être eu à vivre avec une belle-mère. Vous avez peut-être eu de la misère à vous adapter. Alors, ce sont des histoires qui parlent de vous, finalement. Fait que servez-vous-en. Tout ça, c'est bon pour vous. Servez-vous-en, par exemple. Il faut apprendre à s'en servir pour devenir autonome. Alors, donc, je vais vous demander de faire un petit effort d'imagination. Encore une fois, branchez-vous sur vos sens. Si ça vibre pas, ben, ça veut dire que vous avez cette étape-là, c'est très, très bien passé. Si ça vibre le moindrement, vous, là, dites-vous que, wow, c'est un indice qui va me permettre de retravailler. D'accord? Alors, donc, 3 à 6 ans. Vous avez 3 à 6 ans. Retournez dans votre imagination. Comme tous les enfants de votre âge, vous voulez découvrir ce qu'il arriverait si... Ouais, si je prétendais être quelqu'un d'autre que moi-même, si je recommençais à faire cela après qu'on m'a dit d'arrêter, si je prenais un paquet de gâteaux puis que je le mangeais juste avant le dîner, vous savez très bien que vous n'avez pas le droit, mais si vous le faisiez, OK? Vous voulez savoir pourquoi? Pourquoi le ciel est bleu? Pourquoi il fait noir dehors? Pourquoi il y a des garçons? Pourquoi il y a des filles? Pourquoi? Vous adorez tester votre pouvoir. Un jour, j'étais chez mon fils, puis mon petit-fils qui avait 3 ans. Tu sais, c'est le temps des fêtes, puis il avait fait le sapin de Noël, puis il avait mis des boules en chocolat. Tu sais, c'est la première fois qu'il faisait ça. Les petits étaient, écoute. Puis là, il avait dit aux enfants, vous mangez pas ça, là. Non. C'est juste pour Noël, hein, la boule de chocolat. Les boules de chocolat. Pour Noël seulement. Écoute. Aïe. Alors, j'arrive à la maison et je vois pas mon petit-fils. Je cherche. Il était enfermé dans les toilettes. Excuse-moi, mais à 3 ans, là, il fermait jamais la porte des toilettes. Alors, j'ai commencé à suspecter. Que s'est-il passé? Oui, où es-tu? Et là, finalement, j'ouvre la porte. Il était caché derrière la porte. Il y avait du chocolat qui dégoulinait de sa bouche. Et je le regarde, et je dis, mais t'as mangé du chocolat? Non! Lacré, c'est quoi? Évidemment, il avait testé son pouvoir. Il savait que c'était non. Et là, tout d'un coup, évidemment, il a forcé. Alors donc, cet âge-là, c'est ça.
vous répétez. Et quelles sont les réactions de vos parents? Rappelez-vous-en. Quelles sont les réactions de vos parents? Les événements marquants de cette période-là. Puis à quelle conclusion vous en arrivez concernant votre pouvoir? Alors, on s'en va à la pause avec Yann Perrault et puis on revient avec vos réflexions, puis on va aller plus loin. Ce qu'on fait avec ça. La plus belle chose qui me soit arrivée, une chance que la vie m'a donnée, l'équilibre et l'indépendance que j'aime, la clairvoyance dans mon poème. Depuis toi j'ai du fun à jouer le jeu, belle éclaircie dans mes yeux. T'es un éclair dans mon sang génie, le roc en dessous de ma folie t'embellit ma vie, t'embellit ma vie. T'es la plus belle chose qui me soit arrivée, mon harmonie inespérée. J'avais jamais connu un phénomène pareil, un lever de soleil avant le soleil. T'es une envoyée de Dieu, ma vision du grand bleu. Un ciel sans nuages, une cathédrale, au vent doux sous les étoiles. Oh ma dose, mon apothéose, mon grand fly. 9 ans pis j'suis encore ben high. T'embellis ma vie, t'embellis ma vie, t'embellis ma vie, t'embellis ma vie. La plus belle, toujours ensoleillée, un feu de joie comme on n'en voit plus. T'es une révolution dans mon décor, tu changes le plomb en or. By the way, les pompiers sont venus, on a leur ok, tout est beau, on peut brûler d'amour, oh yeah. La terre est fertile, y a des framboises, y a des bouleaux. La rivière est bonne, viens donc baigner tout nu. Feel mon âme, love mon cœur. Feel love, oh Marie, ma douceur. T'embellis ma vie, t'embellis ma vie, t'embellis ma vie, t'embellis ma vie. Alors, on est toujours à l'écoute de soi. Alors, est-ce que vous avez constaté quelles sont les conclusions auxquelles vous êtes arrivés quand vous avez traversé cette étape-là? Alors voilà, là on va parler des symptômes du pouvoir d'identification qui est important parce que ça nous permet d'avoir du contrôle social. Cet âge-là aussi est très important au niveau du cerveau parce qu'il y a encore un boost hormonal très important. Les enfants sont en train de distinguer, faire la différence entre la réalité et la fiction. Alors donc, c'est l'âge où on fait des terreurs, on appelle ça des terreurs nocturnes, alors des cauchemars, parce que les enfants sont vraiment en cerveau droit. Ça veut dire qu'ils imaginent. On peut leur faire croire n'importe quoi. Ils sont très, très naïfs.
Bien sûr, ils manquent de connaissances. Ils sont en train d'apprendre. C'est pour ça qu'ils n'arrêtent pas de poser des questions. Il y a vraiment un boost hormonal très, très puissant, très important. Alors, ils sont en train de faire la distinction entre ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. C'est pour ça qu'ils font des choses qu'ils ne sont pas supposés de faire, parce qu'ils veulent tester leur pouvoir, les connaissances. C'est distinguer. Est-ce que c'est correct ou pas correct? Il faut le savoir. Mais pour ça, il faut faire des choses qui ne sont pas toujours... Là, on va avoir les conséquences et on va apprendre que, oh là là, on n'avait pas le droit. Dans l'histoire que je vous ai racontée sur mon petit-fils, bien, c'est plutôt les parents qui ont appris qu'il ne fallait plus jamais qu'ils mettent les boules là. T'sais, on ne fait pas ça à des enfants, franchement. Le matin de Noël, oui, parce que l'on peut, mais sinon, c'est presque cruel. Alors, bref. Donc, les symptômes, c'est se demander qui on est et poser beaucoup de questions. On se soucie de notre pouvoir, on s'intéresse aux différences entre les sexes, les frayeurs soudaines, inexplicables, l'envie de raconter des mensonges ou de chaparder juste pour savoir ce qui va arriver. Besoin de tester notre pouvoir. On se préoccupe des relations sociales pour savoir qui on est. C'est ça qu'on fait. Donc, on est en action pour se connaître, puis on se connaît par rapport aux autres. Pourquoi? Pourquoi lui fait ça? Pourquoi moi je peux pas faire ça? Pourquoi c'est un garçon? Pourquoi les garçons portent pas de robe? Pourquoi les filles peuvent porter des robes? C'est pas juste. Alors, on est déjà dans cette construction de l'identité par rapport à l'environnement puis aux gens qui nous entourent. Alors, si vous avez l'impression que quelqu'un vous dit des consignes telles que ne sois pas puissant, ne sois pas aimant, ne sois pas sensé, ne réfléchis pas, ou tu réfléchis trop, ou des imaginations, mais qu'est-ce qui arriverait si, ou on se dit, mais c'est pas moi ça, je me retrouve pas, je sais pas qui je suis. Vous n'avez pas idée du nombre de gens qui travaillent comme des fous, là, qui sont engagés dans des actions, ils font plein de choses. Puis quand ils s'arrêtent, ils se demandent qui ils sont. On voit ça beaucoup avec les athlètes. Tu sais, une fois qu'ils ont gagné leur médaille, là, puis écoute, c'est des entraînements, ces gens-là, ils font ça depuis qu'ils sont tout petits. Ils sont vraiment des entraînements tout le temps. Ils pensent juste à ça, ils veulent performer, leur univers est autour de ça. Une fois qu'ils ont gagné ou pas gagné, peu importe, ou ils sont rendus trop vieux pour continuer ces étapes-là, ils ne savent plus qui ils sont. Ils ont perdu. Ils ne savent pas. Puis là, c'est vraiment un gros problème pour eux, ils ne savent pas qui ils sont. Puis comment ils font pour savoir qui ils sont? Ben, en fait, la réponse est simple. C'est se rebrancher sur nos sensations. Est-ce que j'aime le froid? Est-ce que c'est banal, là? C'est toujours simple, hein? Les réponses sont toujours simples. Il faut recommencer à la simplicité, c'est-à-dire se connecter avec notre corps, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Alors, qu'est-ce que j'aime voir? Qu'est-ce que j'aime regarder? Qu'est-ce que j'aime sentir? Est-ce que je suis bien avec lui? Est-ce que je suis bien avec elle? Est-ce que j'aime mieux les enfants ou les adolescents ou les personnes âgées ou la technique? Voilà, on commence à savoir qui on est par rapport à ce qui est autour de nous, ce qui est accessible. Puis ça, c'est vraiment super. Donc, oui, puis on hésite aussi beaucoup. On n'est pas capable de prendre une décision. Fait que la plupart du temps, les gens nous disent « Ah, t'es pas capable de te brancher. Coudonc, quand est-ce que tu vas te brancher? » Alors, c'est encore des critiques. C'est encore des critiques qui ne nous aident pas. Alors, à la place, on devrait dire « Essaye-les. Explore, fais-le. Tu vas le savoir. À un moment donné, ton corps, il va te le dire. J'aime mieux ça que ça. C'est excellent. Là, tu seras prêt à décider. Mais ça ne peut pas être juste dans ta tête. Il faut que tu fasses les expériences. Si, quand on est petit, comme j'ai souvent vu des parents venir avec leurs enfants pour me dire que c'était... qui nous ment. C'est épouvantable, il me ment tout le temps. Là. Je te dis, c'est un menteur. Mais non, c'est pas un menteur. Il est en train de développer son imaginaire, faire la différence entre les deux. Puis toi, tu viens de dire que c'est un menteur. Tu conclus que cet enfant-là, tu peux pas te fier dessus. Eh bien, voilà. Est-ce que tu l'aides à développer son potentiel? Mais non, tu viens de le cataloguer comme étant un être infâme, un enfant de 4 ans qui... eh bien, voilà, qui te ment. Qui te dit pas la vérité. Non, il est en train de développer ses tâches de développement. Je connais une fille, elle avait fait une femme,
elle s'était toujours fait dire qu'elle posait beaucoup trop de questions. Donc, elle était mal en permanence. Comme si elle n'avait pas le droit d'être comme ça. OK? Alors, juste ça, là, c'était un jugement qu'elle a toujours traîné avec elle. Alors, moi, je la vois, elle a 30 ans, puis elle pose encore toujours infiniment de questions sans nécessairement écouter les réponses, il faut dire. C'est un des symptômes là, par lesquels on reconnaît cette étape. On pose des questions, mais on n'écoute pas les réponses. Ce qui fait qu'on garde les gens autour de nous, puis on a besoin d'eux pour répondre à nos questions, mais en fait, on n'est pas capable nous-mêmes de répondre à ces questions-là. On n'a pas confiance en nous, tout simplement. Alors, elle a grandi avec le sentiment qu'on lui cachait la vérité parce que maintenant, on était tanné de ces questions, puis on disait de se taire, tu sais. Fait qu'elle a dit qu'il y avait probablement un problème derrière. Elle suspectait, donc elle restait toujours dans une grande insécurité parce qu'elle ne faisait pas confiance. Elle doutait de tout et de tous. Elle ne savait pas reconnaître comment on est confiant. En qui je peux faire confiance parce que les gens autour de lui, même s'ils étaient bienveillants, ils étaient tannés d'entendre des questions. Cette femme adorait ses parents. Juste à penser qu'un jour il mourrait, la plongeait dans un état de désespoir qui l'empêchait de penser. Sans eux, elle n'était plus rien. Elle ne prenait aucune décision sans être validée par ses pairs ou encore sans aller chercher l'approbation de ses parents, même en ce qui concernait ses relations intimes. Alors, pour devenir une femme, il fallait qu'elle traverse cette étape-là, car tout le temps devoir demander à tout le monde, elle prenait une décision après avoir demandé à tous ses amis. Penses-tu que, puis évidemment, tout le monde pense pour elle, fait que tout le monde a des idées différentes, fait que tout le monde, puis là, elle était tout mêlé, puis là, t'es mal, mon Dieu, comment je vais faire pour décider? J'ai tellement peur de me tromper. Alors, c'est toujours comme ça. Donc, quelles sont les tâches de développement? Alors, les tâches de développement sont, vous voyez, qui sont très importantes, cette influence. Cette étape-là a une très grande influence sur le restant de notre vie. Quand on n'arrive pas à se décider, qu'on est toujours en train de demander aux autres, ça devient... la confiance en soi n'est pas là. Hein? Alors, les tâches de développement, il faut accepter de se tromper. On n'est pas obligé d'être bon tout de suite. Alors, ça, il faut l'accepter. Puis pour ça, il faut aller vérifier à travers les conséquences de nos actes ce qu'est la réalité pour arriver à déterminer soi-même notre compétence personnelle, que ce ne soit pas toujours à partir des autres. Il faut tester notre pouvoir sur le concret, sur le réel et arriver à se passer de l'avis et de l'approbation d'autrui. Passer ainsi à travers ses propres insécurités pour développer notre autonomie. Il est bon de se poser des questions, mais il est bon aussi de répondre nous-mêmes à nos propres questionnements pour développer notre assurance et notre confiance en nous. Il y a des parents bienveillants, c'est un truc que je vous donne, des gens très bienveillants qui n'arrêtent pas de féliciter leur enfant, de trouver ça extraordinaire ce qu'ils font. Ils font un dessin, trop beau, bravo. C'est très bien, mais vous pensez en faisant ça que vous aidez votre enfant à développer son estime. Ça ne marche pas comme ça. Il devient dépendant de votre jugement. Alors, un petit truc que je vous donne, ce qui serait vraiment intéressant, c'est quand il vient vous montrer son dessin, demandez-lui son avis. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu es content? Est-ce que tu es fier de toi? Est-ce que tu as bien travaillé? Est-ce que tu trouves qu'il y aurait d'autres couleurs à mettre? Est-ce que tu as vraiment l'impression d'avoir terminé ton dessin? Alors, vous pouvez discuter puis vraiment donner votre avis en disant « il me semble que je mettrais un peu de rouge, mais peut-être pas. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses? » Cette question-là, qu'est-ce que tu en penses? Elle est tellement importante. Donnez-vous la peine de réfléchir d'aider votre enfant à réfléchir avant d'y donner votre point de vue. C'est bon ou c'est pas bon, tu devrais continuer. Demandez-lui son avis. Est-ce que t'aimes ça, toi? Yeah, t'aimes ça, t'es contente, t'es fière de toi? Parfait. Alors, vous pouvez regarder la feuille puis dire peut-être qu'elle pourrait être un petit peu plus remplie, mais si ça te va, c'est vraiment correct. C'est pas mal toi qui décides. C'est très bien. Alors voilà, c'est ce qui met un terme à cette émission. Alors je vous remercie d'être à l'écoute de soi, à votre écoute. Merci au groupe Nova pour l'indicatif musical.
Steve Houle, bien sûr, mon magicien à la technique, Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde pour le canal M Vues et Voix. C'est Danielle Perrault qui vous dit à la prochaine et qui vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. On va continuer dans ces étapes de développement-là pour vous donner le meilleur, pour réparer, pour vous aider à vous resituer dans votre vie et probablement trouver où peut-être il y a eu des bugs qui se répètent inlassablement. Et là, peut-être que vous allez pouvoir le fixer et de dire, OK, parce que tout se répare. Hein? C'est pas fixé dans le béton. On l'a fait une fois, c'est bon. Mais on peut c'est jamais fini la vie. Tant qu'il y en a, on peut réparer, on peut modifier, on peut créer. Alors, faites-vous confiance et osez travailler sur vous. À la semaine prochaine.